je m'appelle Mirko Tépus, je suis installé depuis 3 ans à Esparon-de-Palière dans le Haut-Var, petite commune de 300 âmes. Je travaille sur 12 hectares en bio. Salut à tous, je te propose de découvrir aujourd'hui Mirko Tépus, qui est le vigneron, donc qui a fait cette très belle bouteille de rosé qui est à retrouver dans le coffret du mois de mai. Donc si tu apprécies cette démarche et si tu souhaites aller un petit peu plus loin et déguster les bouteilles des vignerons que je présente sur cette chaîne YouTube, tu peux donc recevoir 2 ou 3 bouteilles de vin naturel tous les mois directement chez toi. Pour cela, il suffit d'aller sur le site jusdelavigne.fr, je mettrai le lien en description. C'est donc un abonnement mensuel et tu peux t'arrêter quand tu le souhaites, il n'y a aucun engagement. Sur ce, je te laisse découvrir la suite de la vidéo. J'ai décidé ça en fait très jeune, puisque mon père est marchand de vin, il m'a toujours amené avec lui dans ses tournées avec les vignerons. Bon, j'étais jeune, je m'y intéressais pas, mais je sais que il y avait toujours dans les vieilles fermes des outils, des tracteurs qui ne marchaient pas, donc je m'amusais là-dedans. Et surtout, je voyais à la fin des dégustations, des repas avec des moments de fête, de joie importante entre eux. Et je me dis, putain, c'est des gars, j'ai l'impression qu'ils font toujours la fête. Et ça me plaît, ça. Il y a un truc comme ça, dehors, dans la nature. J'aimais bien ce climat-là. Et la fête, les hommes, le partage. Je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et je me dis, je vais être vigneron. Et de fil en aiguille, la vie a fait que je suis passé pas par les parcours classiques, puisque je ne me suis pas formé à l'école sur la vigne. À la fin de mon BPREA, j'ai réussi à trouver des vignes dans le Haut-Var, chose inespérée dans le Var avec la spéculation du rosé. Le foncier ici, c'est très compliqué, sauf qu'à Esparon, il n'y a pas d'AOP, donc on est dans un IGP, donc j'ai pu acheter 8 hectares de vignes à un petit prix dans le Haut-Var, et c'est un peu l'occasion qui fait la ronde des fois aussi. Ici, on est entouré en fait par 2 appellations, les coteaux varois en Provence et les coteaux d'Aix en Provence. Ce sont 2 villages qui, à peu près dans les années 80-90, quand les AOP ont commencé à se créer, c'est des AOP assez jeunes qui nous entourent, ont voulu rattacher ces 2 villages qui étaient des gros secteurs viticoles quand même à l'ancienne. Ils avaient construit leur cave coopérative dans les années 20, ça roulait, ils étaient assez renommés dans les environs. Ici, ils avaient en fait un IGP Coteaux du Verdon. Les paysans d'Esparon, ça leur plaisait bien comme ça, donc ils ont dit non, on ne vous rejoint pas, on bloque, et c'est ce qui a permis en fait à des jeunes comme moi, comme Jérémy, comme d'autres copains, pouvoir s'installer sur des terres sur lesquelles il n'y a pas à avoir de spéculation dessus, quoi. Alors ici on est quand même assez élevé, on est à 460 mètres d'altitude pour le village, il y a des parcelles à 500. Principalement on est sur l'arrière-pays varois, donc un peu dans le cœur de la Provence verte, juste en dessous des gorges du Verdon. Donc on est tanké dans une vallée où l'hiver met du temps à sortir, donc c'est assez froid. Là on est à peu près le 1er mai. D'ailleurs, je passe une dédicace à tous les travailleurs. Et la vigne vient à peine de débourrer, donc nos grenaches, nous, ils viennent de débourrer, tandis qu'il y a d'autres coins qui sont un peu plus au nord de nous, qui ont déjà débourré depuis 2 semaines. Donc on est très tardif sur les climats. On a des sols assez variés, entre des limons, des sables, de l'argilo-calcaire aussi. En fait, il y a aussi des éboulis, beaucoup de roches sédimentaires. On a une pluviométrie intéressante parce que on a quand même, par rapport au centre-Var ou au Bas-Var, on a une plus grosse pluviométrie, il y a plus d'eau qui circule ici. Il y avait des réputations comme quoi ici, dès que tu mettais un coup de pioche dans le sol, tu trouvais une source. C'était des anciens marécages en fait, qui ont été asséchés au XVIe siècle par le pâturage, par les moines qui étaient installés ici. Et on est très tardif, on a des belles amplitudes thermiques. Par exemple l'année dernière en 18 c'était exceptionnel, mais on ne regarde pas avant le 17 septembre pour les rosés, parce qu'on va chercher des belles maturités. Et on termine en général mi-octobre pour les Carignans, les cépages tardifs. Donc c'est très intéressant pour pouvoir conserver et la fraîcheur et des belles maturités quand même, puisqu'on est dans le sud, mais on a toujours cette acidité présente dans nos vins qui fait un peu la spécificité du Haut-Var, quoi, et que c'est un peu, pour moi, dans les régions de Provence, c'est un peu des terroirs un peu d'avenir. Donc on est sur un sacré couloir qui va jusqu'à la Sainte-Victoire, et du coup qui démarre vers Barjol. Donc il y a vraiment tous les vents des Alpes, le Mistral, les vents d'Est qui débarquent ici dans le couloir, et ça refroidit bien l'atmosphère. Donc il est dur, quoi. Mais c'est un allié considérable pour la vigne et pour éradiquer justement toutes les problématiques de mildiou, d'humidité. C'est très vanté quand même.
Ici, on n'a pas trop de soucis avec la question des maladies, quoi. Alors ça, c'est une parcelle de 1954 qui a été plantée en 1954 par le châtelain de l'époque. Donc à Esparon, il y a un château avec une famille. Le grand-père, qui était celui qui a planté ces vignes-là, était un passionné de vignes. C'était des vignes plantées en gobelets qui ont été recépées. C'est des grenaches qui ont été greffés sur champ. Et dans cette parcelle-là, en fait, on retrouve 8-9 rangs d'alicante bouché, qui était un cépage teinturier. C'était pour teinter un peu les grenaches. Et donc on est sur un sol limono-sableux ici, avec toujours une dalle argileuse, donc qui préserve de la sécheresse, donc qui relargue un peu d'eau. Et on arrive à des maturités assez rapidement sur cette parcelle, malgré le plein nord, parce qu'on a des sols profonds, un système racinaire qui fonctionne très bien. Elles sont de 54 et elles ont une très belle production. Après ça se travaille très bien ici, les sols limoneux, c'est assez souple, il faut juste faire gaffe aux battances, à la pluie battante pour pas qu'elle ferme les sols. Quand je suis arrivé ici, les sols étaient tassés comme pas possible, donc c'était comment je redémarre à partir des sols pour refaire fonctionner le sol. Donc ça a été des grandes questions. Il a fallu drainer l'eau avec des dents Michel pour envoyer l'eau qui stagnait en présence dans le bas de la parcelle. Et il faut de la débroussailleuse pour enlever les chênes qui poussent, de la pioche, de la mini-pelle, un peu de tout, quoi. Voilà, travailler sur le sol avant de commencer sur le végétal. Donc voilà, c'était la première étape. Et là, la parcelle vit mieux, j'ai moins de stagnation d'eau, il y a moins d'hydromorphisme. Je sens qu'elle vit mieux. Il y avait des stress hydriques. Au bout d'un moment, quand tu as des grosses poches d'eau qui se sont concentrées à un endroit et qu'avec la sécheresse, elle fuit, font qu'il y a un gros stress de la vigne. Donc tout ça dans le bas-fond, il a fallu faire un gros travail sur les sols à la base, quoi. Ici, bon, ça n'a pas été travaillé en chimie depuis 10 ans, puisque donc c'était une famille de bergers, ils avaient déjà 100 hectares de fourrage avec 700 bêtes, il n'y avait pas forcément ni l'argent, ni le temps d'aller foutre des engrais organiques ou chimiques dans la vigne, foutre un coup de désherbant. Non, c'était on récolte, on fait un travail superficiel et on récolte. Et on taille la vigne. C'est une parcelle qui fait 2,30 hectares, quoi, avec un matériel végétal très beau. Et en fait, on peut observer un bon matériel végétal quand il n'y a pas beaucoup de manquants. Malgré tous les traitements négatifs qu'il y a eu de plusieurs peut-être vignerons qui vendangeaient à la machine, qui sont passés dessus, la vigne est encore là et elle résiste et elle est encore belle, elle a été recépée, enfin elle a été traumatisée plusieurs fois. Donc il y a quand même pas beaucoup de manquants dans cette parcelle, donc c'est des parcelles qui sont intéressantes au niveau végétal. Donc ça peut être après des petits conservatoires, moi pour récupérer des bois, pour aller greffer des grenaches ailleurs et conserver ces parcelles, quoi. Donc je suis content d'avoir quand même cet héritage-là parce que c'est des vieilles vignes qui fonctionnent très bien, qui sont habituées depuis 70 ans ici. Donc ça me donne quand même des beaux fruits, il y a des beaux jus aussi dans les vins, il y a des complexités aromatiques. Je pense que les sélections massales d'antan, il n'y avait pas le système pépiniériste. Ici, c'était un pays pauvre, quoi. Donc les mecs se fournissaient chez les bois d'à côté. Donc la diversité génétique, je pense qu'elle est intéressante ici. Donc c'est intéressant de récupérer justement ce patrimoine-là et de le conserver à travers d'autres parcelles, d'autres plantations. Et retrouver en fait un patrimoine végétal intéressant qui a été planté justement avant les 60 pour pouvoir en fait faire mes massales, faire un petit conservatoire à droite à gauche avec les copains et acquérir une forme d'indépendance auprès des pépiniéristes. C'est un travail de long terme, c'est un objectif sur le long terme, c'est pas tout de suite que je le mettrai en place, mais petit à petit c'est vers ça que je tends. Donc c'est conserver toutes ces zones, comme les vieux Carignans que j'ai ou les vieux Unis blancs, c'est toutes ces vieilles parcelles, les garder, arracher tous les clones et replanter que de la massale et du greffage en place. Ça coûte plus cher, mais quand on plante pour les générations d'après. Ce serait tellement chouette et je serais tellement fier de voir une belle plantation qui me survivra et un jeune gars qui serait content de retrouver une belle plantation, quoi. Comme je retrouve une belle plantation aujourd'hui, malgré quelques générations qui sont passées dessus, quoi. Bah, c'est extrêmement logique dans le sens où d'une part pour sa propre santé,
Tu sais, quand on manipule des produits, même des produits comme le soufre qui sont irritants ou le cuivre, rien que l'inhalation, ça te cause déjà des dommages. Alors j'imagine avec les antifongiques, les antigerminatifs, les produits de synthèse, l'application des produits de synthèse, c'est hors de question. Pour moi, pour le respect déjà de mon corps, le respect aussi des parcelles, de mes voisins, le respect juste de la vie des sols, quoi. C'est logique dans une région comme la Provence où on a peut-être 400 mm d'eau par année. Le bio, ça paraît une évidence quand on ne subit pas les mêmes contraintes que des mecs qui sont en Loire ou en Champagne ou en Bourgogne où les gars ils connaissent ces 1200, 1300 mm d'eau par année où là c'est très compliqué d'être en bio et je leur tire mon chapeau. Mais en Provence on a le Mistral, on a la sécheresse. Voilà, il n'y a que quelques problématiques avec l'oïdium, quoi, à la limite, un peu de scoriose à droite à gauche, mais les épisodes de mildiou, on les connaît tous les 30 ans peut-être ici, je crois. Même moi, je travaille en levure indigène, donc c'est inadéquat avec la fermentation spontanée, les antifongiques. Donc non, je ne veux pas tuer mes souches levuriennes qui sont si précieuses, donc non, je ne fais pas ça. Ça dépend les millésimes. L'année dernière, j'étais enherbé totalement, puisque avec les pluies qu'on a eues, j'étais enherbé totalement. Cette année, j'avais besoin de retravailler les sols parce qu'avec certains passages d'engins, d'outils, j'avais quand même dû passer quand c'était un peu mouillé, donc j'avais fait un peu des ornières, donc il fallait retravailler. Là, j'ai décidé de laisser un rang sur 3 pour aussi apporter de l'oxygène après tous ces passages de machines. À terme, moi, mon objectif, c'est quand même de laisser enherber en total avec de l'engrais vert que je choisis, mais pour l'instant, je fonctionne comme ça parce que c'est des objectifs de parcelle. Et, donc je laisse un rang enherbé qui va me permettre de passer justement avec mon tracteur dessus et faire mes traitements. Mais à terme, c'est sûr qu'un enherbement total, ça serait intéressant avec des engrais verts. Et ça dépend comment on voit la chose, mais il y a des très bons semenciers qui travaillent dans le 84 à côté d'Avignon, qui travaillent sur des semences bio. Le fait d'apporter justement, de faire un choix sur l'engrais vert, cette herbe-là là, qu'on a, les adventices, qui sont naturellement présentes, elles sont favorisées par des actions de l'homme ou de l'animal qui pâture ici. Donc de toute manière, une parcelle de vigne, c'est un changement d'écosystème où l'homme a une emprise dessus. Donc l'idée de travailler sur des engrais verts, c'est d'apporter justement des légumineuses, des céréales, permettre en fait aux racinaires de la vigne d'aller explorer d'autres horizons grâce au travail en profondeur des racines pivots. Mais pour ça, il faut que ton sol soit déjà patassé. Après, il faut densifier quand même ces engrais verts, mais en termes de carbone, c'est vachement intéressant parce que le stockage de carbone de ces engrais verts, surtout si c'est un enherbement permanent, il est énorme. L'apport justement des éléments et des besoins de la vigne, il peut être total, quoi. On peut même peut-être se passer de fumier de mouton. On peut peut-être arriver à trouver une forme d'autonomie avec quelques semenciers du coin pour pouvoir amender, travailler nos sols, quoi. On va travailler sur la structure du sol et on va travailler aussi sur l'apport nutritionnel d'une vigne, quoi. La base de l'agriculture, c'est la question du rendement. Il faut pouvoir produire, c'est la base d'un agriculteur, la production. Donc il faut produire le plus sainement possible et de la meilleure qualité possible. Donc je trouve que les engrais verts, le côté pragmatique des engrais verts, ça peut, pour nos générations, même en Provence, d'avoir des sols couverts, ça se voit pas, quoi, à cause du stress hydrique que ça peut apporter, c'est très compliqué. De toute façon, la vigne, toi, c'est elle qui te donne son rythme, hein. Toi, tu suis, hein, si t'arrives. C'est important que ce soit mûr. Par exemple, moi, les rosés, j'aime bien qu'ils soient bien mûrs, justement pour avoir des palettes aromatiques un peu plus complexes et avoir un peu de matière un peu vineuse, quoi, avoir un vin un peu vineux avec de la mâche, de la matière et avoir une aromatique de fruits mûrs, quoi, pas de fruits justement qui sent un peu le morbide, qui n'a pas été gorgé de soleil. Là au contraire, moi je cherche à aller, une fois que c'est mûr, je récolte, quoi. Après ça dépend aussi des conditions climatiques, des fois tu as des raisins qui se barrent en couilles, là tu ramasses, hein. Mais c'est ça l'objectif, quoi, essayer d'avoir la pleine maturité du raisin et en fonction de ça, faire jouer sur les macérations, quoi. On a la chance à Esparon d'être quand même 8 à 10 paysans, dont 2 éleveurs ici.
donc, qui ont des brebis, donc Jules et Claire qui font du fromage avec des brebis sardes qui font pâturer à droite à gauche, et Benoît et Christine qui sont à côté de chez moi et qui eux font de la brebis à viande. Donc eux ils ont du fumier de mouton que j'achète, que j'épanse sur mes parcelles, et en plus avec leurs bergers, ils ont 2 bergers, Mathieu et Yannick, qui pendant l'hiver, sortie d'hiver, passent dans toutes les parcelles avec le brebis quoi, pour aller nettoyer un maximum. Bon, j'aimerais bien qu'il reste plus longtemps, mais pour l'instant c'est comme ça, mais ça fait déjà un travail intéressant parce que la brebis va immédiatement se prélever à la source ce dont elle a besoin, choisir ce qu'elle veut manger et caguer sur la parcelle, et donc la matière organique va se dégrader. Il n'y a pas de décomposition, on perd, là c'est le meilleur chemin quoi, c'est-à-dire que l'animal apporte immédiatement à la vigne ce dont elle a besoin et une décomposition se fait sur la parcelle, c'est le meilleur. Le fumier c'est très bien, c'est l'or noir, mais il y a quand même une décomposition, il y a une perte d'azote, il y a du lessivage avec l'eau, donc enfin c'est beaucoup de contraintes. L'apport d'animaux justement, de moutons principalement parce que ça se prête très bien à la vigne, pour moi c'est lié. C'est très important de fonctionner comme ça, il y a une quantité d'herbe importante, ça aide aussi les éleveurs des fois quand ils ont fait pâturer à droite à gauche et qu'ils n'ont plus trop d'herbe dans certains trucs, c'est génial parce qu'elles vont manger le lierre, les boucs qui vont manger les ronces, il y a ce travail, elles vont tondre quoi, il y a de l'herbe qui est grasse ici, les enherbements sont entre 8 et 9 mois, donc l'herbe elle est belle quoi. Il y a de quoi manger, il y a plein de variétés, il y avait les engrais verts, aussi les reliquats parce que je les laisse monter en graines, donc il y a de la vèze, la févrole, il y a plein de choses, beaucoup de graminées, mais ça en dernier quoi. L'idée, ça serait de trouver peut-être un partenaire avec qui soit faire des brebis laitières et avoir un petit cheptel qu'on guiderait dans les parcelles. Après, j'ai pas que de la vigne, j'ai aussi un peu de bois, de la jachère, de la céréale. Donc les faire tourner dans tous ces parcs et pouvoir être un peu autonome sur le fourrage. Bon, après, t'achètes un peu à droite à gauche parce que je pense qu'il faut quand même quelques hectares pour avoir un petit cheptel. Pouvoir mettre les brebis assez longtemps ici, tranquillement, mais la seule condition c'est qu'en fait avec un palissage mal entretenu elle peut faire des dégâts, donc quand elle passe, quand elle est stressée, s'il y a un mec en vélo qui passe à côté de la parcelle, elle peut stresser, elle peut te dégrader de la vigne, donc soit on fait du gobelet, donc on retrouve les gobelets comme ça se faisait ici et la vigne et la brebis peut circuler dans tous les sens, ou soit on travaille mieux sur nos palissages. Je passe une annonce pour un futur collaborateur qui voudrait faire du fromage, mais qui construit sa bergerie, sa fromagerie. Non, on s'arrange. Oh, now I'm not gonna get home.